Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman, femme et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite te permettre de rayonner dans ta carrière ou ton business, de rayonner dans ta famille, de rayonner dans ta sexualité et finalement de rayonner dans toute ta vie. Si tu as des questions, des envies ou des recommandations, rejoins-moi sur mon compte Instagram Christine Levicki pour échanger. Dans quelques instants, tu vas pouvoir accéder à cette conversation passionnante que j'ai pu avoir avec mon invité. Mais avant de commencer, je voudrais t'annoncer que les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. La Voix d'Athéna, c'est un accompagnement en 12 modules pour te retrouver et te remettre au centre de ta vie. Pour faire la paix avec ton corps et découvrir pourquoi il est urgent que tu apprennes à honorer tes envies. Pour faire la paix avec ton sexe et découvrir les trésors de la sexualité. Et surtout, et enfin, pour activer tes super pouvoirs féminins et commencer à vivre ta légende personnelle sans retenue ni délai. La Voix d'Athéna, c'est le programme pour les femmes qui veulent arrêter de se sacrifier et reconnecter avec ce qui les fait vibrer. Je propose ce programme une fois par an. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à aller visiter mon site christinelevicki.com et à réserver ta place. On commence très bientôt. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Sophie Kuhn, la créatrice du compte Instagram Ménopause Story et l'auteure du livre Ménopausée et libre, manifeste pour une ménopause réinventée, publié récemment aux éditions Marabout. Sophie Kuhn a 52 ans, est mariée, maman d'un ado de 13 ans en plein pic hormonal, tandis que sa maman dépique. À travers son compte Instagram, elle explore et expose ses états d'âme et converse de façon totalement débridée avec les femmes et les hommes qui s'interrogent eux aussi sur cette période de vie. À travers son livre, elle décortique les impacts physiologiques, psychologiques, sexuels et professionnels de la ménopause, déconstruit les archétypes et propose de changer de regard. Alors bonjour Sophie, bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine, je suis ravie d'être accueillie. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a amené à vouloir t'intéresser au sujet de la ménopause ? Ce qui m'a amenée à m'intéresser au sujet de la ménopause, c'est quand j'ai été placée, en fait, il y a 5 ans, en ménopause artificielle et que je me suis rendu compte, en fait, que je ne connaissais rien à la ménopause, que je n'avais aucun imaginaire et que même le mot ne m'évoquait rien. Donc, c'était vraiment autour de moi comme un no man's land. Et là, je me suis dit, ok, mais si je suis comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi c'est comme ça ? Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé mes recherches. Et pourquoi avoir créé un compte Instagram ? Quand est-ce que tu l'as créé ? Et pourquoi Ménopause Story ? Voilà, quelle est l'histoire de ce compte ? Alors, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à me poser toutes ces questions-là, j'ai commencé à regarder déjà ce qui existait. Donc, forcément, moi, je suis une fille du digital, donc je suis allée sur Internet tout de suite pour regarder. Et tout ce que j'ai vu sur Internet ne me convenait pas, en ce sens où tous les contenus étaient très médicaux, avec des images, des visuels qui étaient je trouvais très vieillots et surtout très flippants, très froids. Et ça ne convenait pas à la vision que moi j'avais, en tout cas de ma vie et de l'étape que je m'apprêtais à franchir. Donc, comme je suis quelqu'un qui écrit par ailleurs, j'ai commencé à écrire sur des carnets, écrire. C'est même pas des carnets d'ailleurs, ce sont des cahiers grand format. Et je me suis retrouvée comme ça avec 5 cahiers. Et un jour, je me suis dit, ces cahiers, j'ai envie vraiment d'en faire des short stories, de raconter vraiment des paroles, enfin de rencontrer des parts intimes de moi-même et puis toutes mes interrogations et les partager. Et c'est comme ça que j'ai en fait mis en place Ménopause Stories, qui va avoir 2 ans en fin janvier 2022, puisque je l'ai lancé juste avant le premier confinement. Et il s'appelle Stories, Ménopause Stories, parce que en fait c'est un peu la vision, finalement je le dis, américaine des short stories. C'est comme ça que je l'ai conçu, et c'était vraiment pour raconter des histoires qui formaient un tout, mais qui en même temps, les unes après les autres, pouvaient être décorrélées plutôt les unes des autres, et qui pouvaient me permettre d'explorer différentes facettes. Et puis tu disais tout à l'heure, je n'avais aucun imaginaire.
Et c'est vrai que le story, raconter une histoire, les histoires, en fait, on apprend énormément à travers les histoires qu'on entend, même l'histoire de ma tante qui est tombée malade, ou l'histoire de ma voisine, ou les histoires qu'on raconte, en fait, nous apprennent énormément sur la vie et nous donnent une représentation de la vie. Et c'est vrai qu'on ne parle pas de ménopause, donc on en parle très peu, ou on en parle que de manière médicale. Et du coup, on n'a pas d'imaginaire, on n'a pas d'histoire autour de cette... Voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'histoire et les histoires. La grande histoire, la petite histoire, la mienne et les histoires, toutes les histoires que je pouvais entendre. Et aussi bien, après, ça me permettait, si tu veux, de retransmettre aussi des passages, des conversations WhatsApp, les conversations que j'avais en MP avec les followers et les followers, ce que je pouvais entendre en émission radio, ce que, tu vois, un focus que je pouvais voir sur un film, tout ça. Et ça me permettait vraiment de construire ces histoires-là, ces short stories. Super, super, super. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de quelle est l'image que nous avons de la ménopause? La société nous donne quelle image de la ménopause aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, peut-être j'ai l'impression que grâce à tout ce qu'on fait, et j'ai l'impression que c'est un mouvement qui n'est pas que français, enfin vraiment qui est aussi outre-Atlantique, un peu partout, les femmes veulent s'emparer de cette période de vie. Donc l'image serait peut-être un peu plus chaude, plus chaleureuse aujourd'hui, quoique. Mais de base, l'image qui est véhiculée, c'est qu'à partir du moment où tu approches, donc tu as la ménopause, qui est la fin de la fonction ovarienne, donc la fin de la fonction reproductrice de la femme, tu n'as plus rien à apporter, tu n'as plus rien à donner, tu as fini ta fonction, donc c'est comme une forme de petite mort, la mort partielle avant la vraie mort. Donc tu dois t'effacer, tu t'invisibilises. C'est ça, la ménopause. C'est la fin de la sexualité, c'est la fin de la fin de la séduction, la fin de la féminité, la fin de... Voilà. Ah, c'est intéressant ça de dire, donc on fait un lien entre le fait qu'on puisse plus procréer, du coup il n'y a plus de séduction par exemple. De base, oui. Parce que de base, justement, c'est ce que j'explique dans le livre, l'homme devait garder sa semence automatiquement pour pouvoir procréer. Le but de l'homme, c'était ça. À partir du moment où la femme ne peut plus procréer, elle ne doit surtout pas fatiguer l'homme. Donc elle doit se retirer pour que l'homme puisse vraiment utiliser sa semence à bon escient, je dirais. Et donc à partir du moment où une femme est ménopausée, les hommes vont s'intéresser à des femmes plus jeunes. Les hommes, même s'ils s'intéressent à la femme ménopausée, normalement devraient plutôt s'intéresser aux plus jeunes pour pouvoir effectivement continuer à procréer et à faire perdurer l'espèce. Donc ça serait l'ordre naturel des choses? C'est pas forcément l'ordre naturel des choses, c'est, je dirais, plutôt peut-être une construction sociétale. C'est comme ça que les choses étaient plutôt... en tout cas, je parle là pour la France, parce que moi, ce que j'ai vraiment étudié, c'est la France. C'était comme ça, en fait, que les choses étaient... Mais même, j'imagine que c'est comme ça un peu partout, que l'homme devait se tourner vers la femme pour pouvoir... la femme jeune, pour pouvoir continuer à donner vie, quoi, quelque part. Et la femme âgée de pareil. Alors, bon, il y a ça, mais il y a aussi que la femme qui commence à entrer dans l'âge peut aussi, par ailleurs, au niveau, je veux dire, peut connaître certains symptômes qui vont faire aussi que sexuellement, ça peut être aussi moins facile. Il y a ça, et si tu réfléchis bien, et c'est aussi ce que j'aborde dans le livre, c'est la fonction de la représentation de la femme. Si tu vois bien au niveau artistique, la femme est magnifiée, donc tu as la Vénus, tu vois ta Botticelli, tu as la femme jeune qui est magnifiée, la femme vieille est vraiment enlaidie. D'ailleurs, il y a très peu de représentation de la vieille femme dans les arts, dans la peinture. Oui, et puis entre la jeune fille et la vieille femme, il y a quand on n'est pas vieille quand on est ménopausée. T'avais pas justement. Et d'abord, ce que tu vois, c'est que t'as pas de représentation de la ménopause en art plastique. Et si tu as une représentation de la vieille femme, t'avais pas d'entre-deux. T'avais vraiment la jeune femme, donc vraiment cette volonté de montrer la femme dans sa beauté, dans sa toute puissance, enfin dans sa fonction objet, je dirais surtout, et pas d'après, quoi. Et même aujourd'hui, quand on cherche à représenter sur les panneaux publicitaires ou voilà, dans les médias une femme de 30 ans, parfois on prend une jeune fille de 16 ans pour faire y compris pour les femmes de 50 ans. C'est-à-dire que si en publicité tu veux prendre une femme de 50 ans, là ça commence à bouger seulement maintenant. Mais si il y a encore 3-4 ans, tu prenais une femme de 40 ans pour une femme de 55. Donc il y a vraiment un problème de décalage et de jeunisme
qui fait qu'effectivement, ce rapport, si tu veux, de la ménopause est dû au fait aussi qu'à partir du moment où tu as la fin d'une fonction et puis tu approches, c'est en règle générale, si tout va bien, tu es ménopausée vers 50-51 ans. Normalement, l'âge médian de la ménopause, c'est 51 ans en France. C'est le moment où tu commences à... aussi, tu n'es plus tout à fait très jeune. Ça y est, tu commences à quitter un petit peu la jeunesse. Tu n'es pas encore vieille non plus, mais tu commences à entrer... En fait, tu es dans l'enfance de ta vieillesse, quelque part. Dans l'enfance de ta vieillesse. Enfin, voilà. Et c'est cette frontière-là qui est super compliquée voilà, à dépasser, quoi. Et en tout cas, à se représenter, c'est ce qui forme le tabou. Oui, donc c'est intéressant parce que tout à l'heure, on parlait notamment de cette question de la sexualité après la ménopause, et je pense qu'on va en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais il y avait cette idée que une fois qu'on a perdu notre fonction de reproduction, du coup, il n'y a plus de séduction, et du coup, peut-être que c'est plus compliqué dans la sexualité. Et d'un autre côté, c'est une période de vie où souvent les enfants sortent du nid, ou en tout cas sont plus grands, donc on a plus de temps, et donc, ou quelque part, un peu paradoxalement, on a plus de temps pour explorer notre dimension sexuelle et pour se sentir libre. Et justement, comme de toutes les façons, on ne pourra pas tomber enceinte, c'est sûr et certain, il y a aussi une liberté qui peut s'exprimer là, dans notre sexualité. Je suis complètement d'accord, et c'est complètement canon d'ailleurs, parce que en fait, c'est le moment où effectivement, tu n'as plus peur de tomber enceinte, tu n'as plus tes règles surtout. Donc ça veut dire en plus, tu subis plus ce cycle. Là, tu es vraiment tranquille. Et donc, en effet, c'est vraiment le moment d'explorer cette sexualité qui, malgré tout, va changer aussi, parce qu'il se passe pas mal de choses. Le corps, au niveau de sa physionomie, va changer aussi. On peut avoir un problème de sécheresse vaginale ou autre. On peut avoir un problème aussi avec, si par exemple ça fait très longtemps qu'on est en couple, le fait de voir en face aussi son mari ou sa femme, hein, parce que je ne veux pas exclure, voilà, on a toute forme de couple, que sa femme vieillit à côté de soi, ou son mari, ça peut être aussi assez compliqué à concevoir. Donc au niveau de la sexualité, là c'est pareil, c'est l'opportunité magnifique d'ouvrir un nouveau champ. Mais pour autant, ça veut dire que, je vais essayer de bien l'exprimer, c'est pas évident, hein. Ouvrir un nouveau champ, ça veut dire être créatif, hein, et ça veut dire s'ouvrir complètement, en fait, pour moi. Et donc se poser des questions dans le couple, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, comment on peut être dans l'intimité, comment voilà, sur son anatomie, sur soi-même, sur ce qu'on a vécu jusqu'à présent, sur quelque chose qui va changer aussi, parce que là, on ne sera pas forcément dans la performance. Si on a notamment un problème de sécheresse vaginale ou autre, qui de toute façon, bien entendu, peut se corriger, hein. Donc là, c'est aussi déjà d'aller voir un médecin si jamais on a ce souci-là, ne pas se renfermer. On peut avoir aussi d'autres choses, mais c'est de transformer cette sexualité comme nous-mêmes nous transformons en réalité. C'est aussi lui donner, utiliser peut-être plus par le biais des caresses, plus de sensorialité, s'amuser autrement, ouvrir toutes les voies possibles et s'autoriser les choses, mais surtout ne pas se refermer. Ne pas se refermer et ne pas se créer de la distance, en fait, continuer à cultiver l'intimité, mais autrement. Exactement. Ouais. Tu disais que pour la sécheresse vaginale, donc c'est ça, est-ce qu'on peut parler un petit peu des symptômes, notamment, on peut peut-être commencer par ceux qui affectent la sexualité, mais après on peut aussi explorer les autres. Donc quels sont les symptômes principaux? Je ne sais pas si c'est bon d'ailleurs d'appeler ça les symptômes, enfin voilà, qu'est-ce qui change? Voilà, tout le monde parle de symptômes, voilà, moi c'est vrai que on va continuer avec ça, moi je préfère dire signe, mais ce qui peut changer ou ne pas changer, parce que tout le monde n'a pas forcément, d'abord évidemment tout le monde est affolé par ces symptômes, mais il y a certaines femmes qui vont avoir une ménopause complètement épanouie, heureuses, et qui n'auront pas de symptômes, d'autres qui vont en avoir plusieurs. Enfin voilà, donc il n'y a pas la ménopause, il y a une ménopause par femme. Et d'ailleurs, tu vois, tu peux avoir 3 sœurs, et tu peux avoir chaque sœur qui va vivre une ménopause différente. C'est comme les grossesses d'ailleurs. Tu vis une grossesse, tu as plusieurs grossesses, tu n'auras jamais la même. Donc finalement, il n'y a pas de loi. Mais de manière générale, évidemment, tout le monde a entendu parler des bouffées de chaleur.
avec les Mhm. bouffées de chaleur de nuit qui sont les sueurs nocturnes. Un trouble de l'humeur, ça c'est aussi super connu, donc une anxiété très très forte. C'est en fait comme un SPM ou un postpartum multiplié par 100, cette histoire. C'est la chute hormonale qui provoque tout ça. Donc irritabilité, anxiété, trouble de l'humeur, etc. Des réveils nocturnes assez fréquents. Et un trouble aussi qui est vraiment très très compliqué pour les femmes, euh, dont on a vraiment du mal à parler, c'est effectivement le relâchement au niveau du périnée, etc. Donc tout ce qui va être problème donc, de fuite urinaire, le syndrome alors là je le dis mal en général, donc mais Mhm. ce qu'on appelle le SGUM, donc ce fameux syndrome, en fait c'est vraiment la fonction urinaire qui se relâche, hein, avec le plancher pelvien, etc., qu'il faut remuscler et tout. Et ça, en règle générale, on a beaucoup de mal à en parler parce que déjà, de toute façon, on a du mal à identifier les symptômes. Ensuite, on a beaucoup de mal à aller en parler parce qu'on se dit, oh là là, mon Dieu, c'est normal ou pas que, voilà, par exemple, tu éternues, tu fais pipi, tu rigoles, tu t'éclates de rire, tu peux faire pipi et ça, tu parles pas de ça parce que tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et déjà, comme personne n'en parle, tu sais pas que c'est normal. C'est juste un relâchement. Mhm. C'est Mhm. comme, tu sais, regarde, au niveau de notre visage, les traits se relâchent, tu es d'accord? Mhm. Mais pareil à l'intérieur. Mhm. En fait, finalement, c'est pas plus compliqué que ça. Mhm. Mais alors, alors j'ai bien entendu que pour chaque ménopause, chaque femme, une ménopause différente. Et en même temps, est-ce qu'avec les années, est-ce qu'on a identifié qu'il y avait certaines choses qui, peut-être pas pour tout le monde, mais qui généralement aident à aller mieux en fait. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire, Bien des sûr. plantes, des traitements? Est-ce qu'il Alors, y a il y a plein de est-ce qu'il y a choses. Moi, un kit qui peut marcher? alors, le kit qui peut marcher, non, parce que ça, c'est du sur-mesure et même au niveau des médicaments. Donc, ça, c'est compliqué. Et en plus, moi, je suis pas médecin, donc je vais pas me permettre de. Mais la seule chose que je peux dire, c'est bien entendu, il y a des choses déjà qui marchent super bien. C'est, bon, alors déjà, la première chose, hein, c'est aller en parler si on a un problème. Euh, Mhm. enfin, ou pas d'ailleurs. La première chose qu'il faut faire quand on est en période de préménopause, c'est d'aller voir le médecin et pour faire le check-up. Ensuite, quand on approche vraiment la ménopause, c'est faire ce check-up complet et regarder ce qui se passe au niveau des os. Alors en France, par exemple, on ne fait pas tout ce qui est ostéodensitométrie, mais normalement, on devrait le faire. Et ça serait vraiment bien de savoir d'où on part à ce moment-là pour vraiment préserver et travailler, je dirais, sa monture pour le futur. Mais effectivement, tout ce qui va être, euh, comment dirais-je, d'aller voir le médecin. Alors, il y a certaines femmes qui vont être pour ou contre le traitement hormonal. D'accord? Mais Mhm. si par exemple tu es pour ou contre, c'est déjà t'informer vraiment sur ce traitement. Qu'est-ce qu'il peut t'apporter? Est-ce que tu es vraiment la bonne candidate pour? Comment il peut être administré? Etc. Et en parler. Ça, c'est une chose importante. Ensuite, effectivement, au niveau de tout ce qui est naturel, bon, il y a des solutions et il y en a pas mal. Bon, alors déjà, moi de base, ce que je prends tous les matins, c'est de la vitamine D3, justement pour préserver le capital osseux. Ça, c'est super important. Parce que tu as une diminution de la masse musculaire et tu as aussi l'os qui forcément va en pâtir. Donc ça, c'est important. Ce que je fais aussi beaucoup, et notamment pour diminuer le stress, c'est faire de la cohérence cardiaque. Donc là, j'ai une application qui s'appelle Respirelax. Je fais ça 3 fois par jour, 5 minutes à chaque fois. Et ça me fait vraiment du bien. Si j'ai un problème de sommeil, c'est pareil. Il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs types de plantes. Tout ce qui est au niveau de l'anxiété, c'est pareil. Donc là, moi, ce que je conseille plutôt, c'est d'aller voir un naturopathe. Parce que en fonction de qui tu es, en fait, on va te proposer telle ou telle chose. Mhm. Mhm. Donc, il y a des plantes, Il y a beaucoup il y a, de choses. il y a... Il y a de l'aromathérapie, il y a de la phytothérapie, il y a de l'homéopathie, il y a des plantes. Tout ce qui est respiration, c'est extrêmement important. Il y a des techniques comme le yoga hormonal aussi qui font vraiment du bien. Donc c'est vraiment le moment de faire du renforcement musculaire, faire du yoga donc pour la souplesse et faire une activité cardio. Ça, c'est important. Donc, je dirais que de manière générale, c'est vraiment le moment. Et je ne suis pas forcément la mieux placée, mais c'est normalement ce qu'il faudrait faire. Faire vraiment. C'est prendre un rendez-vous avec soi. Ça, c'est super Oui. important. Au niveau alimentaire, de faire vraiment le point. Parce que là, l'aliment, en fait, a une fonction, d'une part nourricière, mais nourricière dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire que ça va t'apporter des nutriments.
Donc, ce dont tu as besoin, par exemple, d'oméga 3, de choses comme ça, pour la mémoire aussi, tout ça. Les poissons, pourquoi c'est important? Comprendre ce que tu manges, pourquoi tu le manges et à quoi ça te sert pour ton corps. J'ai l'impression que c'est un âge, pour celles d'entre nous qui avons été mamans, ce qui n'est pas le cas Oui. de tout le monde. D'ailleurs, c'est une question que je me pose, c'est est-ce que les femmes qui n'ont pas été mamans vivent la ménopause pareil? Mais avant de poser cette question, pour celles d'entre nous qui avons été mamans, on a passé beaucoup, beaucoup d'années à s'occuper et à se préoccuper de la nutrition, de la santé, du bien-être émotionnel, physique, corporel, spirituel de nos enfants. Et là, ben, en fait, c'est vraiment le moment de mettre l'attention sur nous, de prendre soin de nous. Voilà. D'être vigilant et de se couronner. C'est exactement ça, exactement ça. Tu dis tout à fait, c'est très juste ce que tu dis, parce que je me souviens, tu sais, quand on était petit, tu te rappelles que, quand ils étaient petits, nos enfants, de faire attention à ce qu'ils prennent bien les légumes, les fruits, les mixer pour que ça passe tu vois, leur donner le goût. Tu te rappelles quand on leur donnait, on leur faisait goûter la poire, puis et ben là, c'est exactement ce qu'on doit faire et comprendre pourquoi on prend les choses, ne pas se dire oh là là, mon Dieu, ça y est, je peux plus prendre de hamburger. C'est pas forcément conseillé. Si jamais t'en veux un, t'en prends un, c'est pas un problème, mais pourquoi tu le prends pas le soir? Qu'est-ce que tu fais? Comprendre comment ta machine fonctionne. Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, effectivement, avec cette carence hormonale, il va se passer des choses. Je dis pas, et justement, je ne veux pas catastropher le schéma, mais la chose est certaine, c'est que c'est aujourd'hui que tu vas préparer ton carrosse de demain. Et j'ai une question, quand on parle de la ménopause et de la périménopause, en fait, est-ce que ça veut dire que ça va être comme ça pour toujours maintenant? Ou est-ce que c'est la phase de transition qui est difficile et après ça s'établit? Et après, on fait avec ce qui nous reste, ou comment ça marche? C'est-à-dire qu'en fait, tu as plusieurs phases, effectivement. Donc moi, je l'ai vu et c'est comme ça que, en fait, cette période m'a été expliquée donc, par Brigitte Letombe, qui est gynécologue, et qui m'a expliqué ça, notamment lorsque j'ai écrit le livre. Et ce qui me semble assez logique, c'est que tu as la première phase qui est cette phase de préménopause qui dure en général 5 à 7 ans avant que la ménopause n'arrive. Ensuite, tu as la phase de la ménopause. Donc, c'est à partir du moment, on va te déclarer en ménopause à partir du moment où tu n'as pas eu tes règles pendant 12 mois. Et ensuite, 12 mois plus un jour égale post-ménopause, égale le reste de ta vie. Tout ce qui entoure ça, donc c'est périménopause. Tous ces phénomènes qui entourent la ménopause sont la périménopause, forment la périménopause. Un peu comme un périmètre, en fait. Tu vois? Alors oui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois que tu es ménopausée pour le reste de ta vie. Ça, c'est sûr que tu ne reviens pas en arrière, c'est pas possible. Mais tous ces symptômes que l'on décrit, tous ces signes que l'on décrit, ce sont des signes de périménopause qui ensuite, est-ce qu'après on n'a plus les bouffées de chaleur, on dort? Il y a certaines femmes qui ont des bouffées de chaleur encore pendant 5, 7, 10 ans. Il y en a pour qui ça part pas. Il y en a pour qui ça part. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de loi. Et c'est pour ça qu'en fait, donc, je ne peux pas te répondre, tu vois, au grand cas. De manière générale, non. Une fois que les choses trouvent leur équilibre, les symptômes disparaissent. La seule chose qui ne disparaît pas, c'est effectivement qu'au fur et à mesure des années, mais ça, c'est bien avant, tu perds de ta masse musculaire. Tu vas au niveau osseux aussi, c'est plus compliqué. Et que le fait de cette carence, si tu veux, en oestrogène, etc., peut provoquer des problèmes avec le cœur et toutes les fonctions cognitives. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention à partir du moment où tu rentres dans ce moment de ta vie, au cœur, tu vois, à tout ça, et avoir vraiment une bonne hygiène de vie. Je dis pas que ça arrive, je dis qu'il faut être vigilante. C'est vraiment ça, hein, ce qui me vient, c'est que la vie nous a donné plusieurs années pour s'occuper de nos enfants, et là, c'est un peu un appel et un moment de dire, allez, maintenant, tu t'occupes, parce que on a encore 50 années à vivre, et voilà, maintenant, c'est le moment de s'occuper de ton carrosse, comme tu dis tout à l'heure, de s'occuper de nous. Et alors, si on a réussi à le faire avant, quand on avait des enfants et qu'on était déjà en train, voilà, très bien, formidable, ça va nous aider pour la suite. Et si on n'a pas pu parce qu'on s'est tellement occupé des autres, c'est ok, c'est pas grave, mais maintenant, il faut. Maintenant, c'est le moment. Maintenant, c'est le moment de s'occuper de nous, de se mettre au cœur de notre vie et de prendre soin de notre corps, de faire attention et non pas de faire attention par rapport aux standards de la société. Il faut que je fasse attention à ce que je mange parce que sinon, je t'écoute. T'as raison, c'est plus ça du tout. Et tu vois, tu me donnes une bonne image là, parce que voilà, c'est quand tu dis, quand on s'occupait de nos enfants et on le faisait avec un amour immodéré, et tu te souviens, et qu'on pouvait s'échanger avec les mamans des recettes, on pouvait vraiment, on y mettait tout le cœur. Et ben là, en fait, pour nous-mêmes,
il faut se mettre ce cœur-là. Mhm. Nous aimer nous-mêmes comme on a aimé nos propres enfants, enfin, c'est-à-dire vraiment nous nourrir du meilleur, en fait. Et Mhm. bien sûr, tu as raison, c'est pas par rapport aux standards de la société, c'est par rapport à qu'est-ce qui est bon pour moi là maintenant et pour plus tard. Mhm. Parce que rien n'est fait par hasard, je veux dire. Mhm. Alors, par exemple, tu sais, là, une image me vient, et d'ailleurs, pareil, à un moment donné, tu verras dans le livre, enfin, tu as vu sans doute, les Japonais sont très, très sages à ce sujet-là. Et à Okinawa, en l'occurrence, ils vivent centenaires, mais ils ont une très bonne hygiène, ils font vraiment du tai chi, des choses, tu vois, ils travaillent la posture, etc. Et ce sont des étapes de vie qui sont très, très valorisées aussi. En fait, Mhm. si tu considères que c'est un très beau moment de ta vie pour enfin prendre vraiment soin de toi, t'ouvrir à beaucoup d'autres choses et à prendre ce temps pour toi, bah attends, c'est pas le plus merveilleux des cadeaux, franchement? Sur mon groupe, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle J'ai le Power, sur lequel je crois qu'on doit être près de 5000 personnes, dont énormément de femmes. Et j'ai lancé récemment un challenge, parce que moi, je suis la reine des challenges. Hein. J'ai lancé le challenge J'arrête de râler il y a quelques années, qui m'a positionnée en tant qu'auteur, et j'ai écrit ce livre qui est devenu un best-seller. Et donc après, là, on a lancé le challenge des rituels matinaux. Et Mhm. l'idée, c'est voilà, de commencer sa journée en se donnant à soi, avec l'image un peu quand on prend l'avion. Moi, je prends beaucoup l'avion entre la France et les États-Unis, et l'image qu'on utilise toujours avec les règles de sécurité, de dire si jamais la cabine vient à se dépressuriser, mettez votre masque sur vous-même avant de le mettre sur les personnes dont vous vous occupez. Et donc là, l'idée, c'était ça, c'est de faire le challenge des rituels matinaux pour se mettre en premier dans sa journée. Et se dire, bah oui, je vais m'occuper de mes enfants, je vais m'occuper de mes clients, de mon patron, de mes collègues, de ma to-do list, du frigo, de la maison. Mais avant ça, je vais m'occuper de moi. Mhm. Avant ça, je vais me mettre en premier. Et j'entends qu'à ce moment-là de notre vie, c'est particulièrement important parce que j'ai l'impression que plus, plus, plus on prend soin de nous à ce moment-là, moins on aura les fameux signes. Parce que plus on Alors, respirera, plus on sera... Non, je t'écoute. oui, 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 je dirais ça, mais tu sais, il y a autre chose qui joue, c'est que moi, c'est marrant parce que ça, ce que tu racontes comme challenge, je l'ai écrit en post aussi sur Ménopause Stories. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, quand tu es dans cette période de préménopause, c'est une période de déséquilibre qui, je dirais, serait peut-être exactement pareil que quand on était enfant. Et tu vois, toute cette période de l'adolescence, tu vois, entre le moment où tu es formé et le moment où tu es enfant, tu as un certain nombre d'années où ton corps change. Tu as une période de déséquilibre. D'ailleurs, de déséquilibre hormonal aussi, où tu comprends parfois pas du tout ce qui se passe. Tu te mets à pleurer, tu te supportes pas, tu as des boutons qui apparaissent, les seins qui poussent, mais c'est jamais assez bien. Enfin, tu vois, c'est un peu ça. Et en fait, le fait de se mettre en premier te permet surtout, pour moi, d'essayer de calmer, et notamment, tu vois, cette respiration et tout, de prendre possession de cette période de déséquilibre. Enfin, pas possession, c'est pas le bon terme encore, c'est de la comprendre, de l'accepter, de l'appréhender et de l'entourer de la manière la plus cool possible pour pouvoir la Mhm. passer de la meilleure manière possible. En tout cas, je parle de cette période de déséquilibre parce que quand ça t'arrive et que tu le prends de plein fouet, tu comprends pas du tout ce qui t'arrive, mais si tu réfléchis bien, tu te dis que, effectivement, comme tu as vécu l'adolescence, tu as déjà vécu cette période. Et que c'est OK, tu vas t'en sortir. Mhm. Sauf que comme elle nous vient là, tu vois, personne ne nous le dit et nous, on ne comprend pas ce qui se passe. Mhm. Alors, tu dis que la ménopause, en fait, peut aussi être acceptée pour ce qu'elle est, et tu dis que ce qu'elle est, c'est la possibilité d'une naissance à soi. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? En fait, c'est justement, je viens de parler de l'adolescence, donc ça va avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le seul moment, moi j'ai réfléchi beaucoup à ça, j'ai trouvé le seul moment de ma vie où je pouvais vraiment être à moi. Et je vais expliquer, quand j'étais enfant, et je pense que c'est le cas de nous toutes, en fait, déjà d'une certaine façon, on nous préparait à notre rôle de femme. De toute façon, on l'attendait, ce rôle de femme, on savait qu'il allait nous arriver. Donc, moi, je me rappelle, j'avais toute ma section de poupées, dont je m'occupais super bien, le landau, le machin, le truc. Donc, j'étais déjà une petite maman en devenir. Après, bah, quand tu deviens adolescente et que tu deviens jeune fille, c'est OK, qu'est-ce que je vais devenir? Il va falloir que je coche toutes les cases de me marier, avoir des enfants, avoir une maison, avoir un job, avoir ci, avoir ça, et toujours être focus sur ce que tu dois produire. Et puis surtout, cette fonction de je dois me marier et je dois avoir des enfants. Quand tu as des enfants, bah, tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de ta maison et tout. Une fois qu'effectivement tu arrives sur ce moment de la ménopause où finalement, je dirais,
quand tu es enfant, tu sais que tu vas devenir femme, donc avoir tes règles, mais personne ne te prépare à devenir une femme sans tes règles plus tard. Tu te projettes même pas forcément comme ça. Mais quand ça t'arrive à ce moment-là, là, tu te dis, mais finalement, quelque part, on n'attend plus rien de moi maintenant. Parce que tu n'as plus de projection, tu es d'accord, il n'y a plus rien. D'un coup, c'est une route, waouh, incroyable. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est le moment où tu lâches les ballons, finalement. Là, tu es là que par rapport à toi-même. C'est la première fois de ta vie que tu es vraiment libre. Avant, tu l'étais pas. Enfin, je dis pas que je peux avoir le choix d'avoir des enfants, de ne pas avoir d'enfants, de me marier, de ne pas... Oui, mais ça commence à être seulement dans nos sociétés avant, parce qu'il y a encore, à l'époque de ma mère, ça se faisait carrément pas, quoi. On est quand même dans des sociétés très hétéronormées, du reste. Là, aujourd'hui, justement, je trouve que là, en plus, on est dans une autre société qui évolue énormément, et notamment avec tout ce qui est gender fluid, etc. Toutes les choses bougent, c'est un peu comme une tectonique des plaques. Donc, je me demande un peu comment sera la ménopause, comment elle sera perçue dans 20 ans ou 30 ans. Ça m'intéresse beaucoup, quoi, de voir un peu comment cette période de vie, voilà, déjà par tout le bruit que nous, on essaye de faire, et par aussi ces changements sociétaux qui, moi, me semblent très, très importants. Tu peux développer un petit peu ça Je veux dire, c'est que, en fait, par exemple, c'est des questions qu'on ne se posait pas. Donc, moi, j'ai un jeune ado, mais comme ils sont, est-ce que je suis binaire, non binaire, gender fluid, ça veut dire qu'ils ne se définissent pas par leur genre, alors que nous, on était vraiment genrés. Moi, j'étais une fille, il y avait un garçon. Les définitions les contours étaient beaucoup plus simples. Là, aujourd'hui, ils peuvent être trans, tout ce qui est homosexualité est revendiqué, en tout cas, est moins tabou, etc., est mise en avant. On est dans une société beaucoup plus diverse, en tout cas qui s'ouvre à plus de diversité, avec une société aussi plus body positive, tout ça, ça bouge les lignes quelque part. Tu vois ce que je veux dire ou... Oui, et donc tu penses que ça va à un moment donné arriver jusqu'à faire bouger les lignes au niveau de la ménopause? Mais c'est obligé parce que finalement, est-ce que moi je me dis, je suis née dans une société, donc je suis née fin 68, ok, ça me donne, malgré le fait qu'il y ait eu Woodstock 6 mois après ma naissance, mais bon, ça a quand même pas révolutionné à ce point-là les choses. J'étais quand même élevée de manière tout à fait classique, mais comme la majorité des filles de mon âge. Donc il y a plein de questions qu'on ne se posait pas. Et c'est vrai que dans notre schéma, c'était, voilà, on devait se marier, trouver un bon mari, avoir notre maison, avoir nos enfants, avoir un bon job, etc. Et construire la vie comme ça de la manière la plus finalement normée possible, je dirais. Là, aujourd'hui, tu as une jeune fille ou un jeune homme qui sait qu'il peut très bien se marier avec un jeune homme ou une jeune fille, qui sait très bien, si jamais c'est une jeune fille, qu'elle peut très bien avoir un enfant par don de sperme. Enfin, tu vois, les définitions familiales sont déjà tellement éclatées qu'en fait, tu te dis, comment la ménopause, elle peut rester dans ce schéma statique, puisque tout a bougé. Si je reprends le schéma de base, c'est-à-dire que la femme, à partir du moment où elle n'est plus dans la fonction reproductrice, n'intéresse plus l'homme. Mais alors là, ça n'a plus lieu d'être. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Oui, c'est passionnant. Donc, forcément, ça, moi, c'est tout ce que je m'écris, hein, tout ce à quoi je réfléchis en observant la société comme elle est, là, aujourd'hui, avec toute cette mouvance énorme et qui est vraiment mondiale. Pour nos auditeurs et nos auditrices qui sont intéressés par ce sujet et qui peut-être sont perturbés par ce sujet, notamment toute la question autour du genre, je vous invite à écouter, j'ai enregistré 2 épisodes avec Isa Padovani où on parle de cette question du genre, et ce sont 2 épisodes absolument passionnants où on a vraiment développé des idées et des pensées et une approche sur cette question que j'ai trouvé absolument passionnante. Je suis très très fière de ces 2 épisodes, donc je vous invite à les écouter quand vous aurez terminé d'écouter celui-là. Alors, une question que je me pose aussi, c'est est-ce que disent les hommes? Parce que tu as dit que ton compte, c'était aussi pour les hommes. Que disent les hommes? Comment la ménopause est perçue par les hommes? Quelles sont les questions que se posent les hommes? Alors, les hommes, écoute, moi, curieusement, ils sont pas trop venus papoter. Là. Tu vois, sur Menopause Stories, j'en ai eu très peu. Quelques-uns qui ont envoyé leurs femmes quand ils ont vu un article sur Menopause Stories et sur moi. Ça, c'était canon. Donc, j'ai su par les femmes qu'elles arrivaient grâce à leur mari. Une fois, j'ai eu 1 ou 2 maris qui sont venus me dire et me poser des questions en me disant mais qu'est-ce que je fais parce que je comprends pas ma femme, donc ça c'est génial. Mais là, en revanche, c'est avec le livre qu'il se passe beaucoup plus de choses parce que les femmes, en fait, le livre sur leur tête de chevet et les maris leur prennent ensuite.
ou alors même des amis à moi qui en fait commencent à lire le livre. Et où là, ils disent, waouh, en fait, on s'était pas rendu compte de ça, et finalement, on s'était même pas rendu compte de la condition féminine dans sa globalité, de tout ce que ça incombait et de tout ce que vous viviez, en fait, globalement. Parce que eux, ils sont dans leur, dans leur univers, je veux dire, dans leur sphère. Et là, d'un coup, ils se disent, ah ouais, mais alors en fait, c'est quand même c'est un moment très, très important. Oui. Et c'est génial parce que ça offre aussi d'après ce que me disent les personnes, et mes amis au masculin et les femmes qui partagent ça avec moi me disent que ça ouvre alors là tout un champ, ce qui était ma base, hein, c'est-à-dire créer de la conversation, créer, voilà, que les choses bougent. J'ai ça, et j'ai ça notamment aussi au niveau des jeunes filles. Parce que de nombreuses jeunes filles veulent offrir le livre à leur mère. Oui, parce qu'en fait, on n'en a pas parlé avec nos mères. Moi, j'en ai pas parlé avec ma mère, et mon mari n'a pas entendu sa mère en parler. Non. Donc du coup, c'est un peu voilà. Du coup, il y a un peu cette idée, quand les hommes disent je savais pas qu'il y avait tout ça, c'est parce qu'en effet, on n'a pas eu d'histoire, on n'a pas eu de stories, on n'a pas eu d'histoire, on n'en a pas entendu parler, et du coup, c'est un espèce de no man's land. Qu'est-ce que tu n'as pas eu finalement? Tu n'as pas eu l'histoire, cette transmission qui est une transmission très très intime. Ça, c'est la première chose. Et puis, c'est rare qu'une personne vienne vers toi pour te parler de sa zone de vulnérabilité. À un moment donné, elle est en déséquilibre. Les gens jamais ne parlent de leur déséquilibre. Et pourtant, et notamment là, on vient de passer une pandémie et des périodes de crise naissent des opportunités fabuleuses. Si tu réfléchis bien à ton déséquilibre, c'est ce qui surtout te permet de rééquilibrer derrière. Oui, ça permet aussi de sortir de la spirale automatique, ça permet de sortir de nos automatismes, de nos habitudes, de comment on a toujours fait, et de se poser, de se dire, mais est-ce que ça me va vraiment? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que je peux faire autrement? Donc c'est ça, et là, voilà, c'est une invitation à faire autrement, à revisiter et à rechoisir. Surtout que les hommes, si tu regardes, comme je te disais, si par exemple ça fait, je sais pas moi, 20 ans, 30 ans, enfin, peut-être même moins, que tu es avec ton conjoint, si tu es avec un conjoint, que ton conjoint a le même âge aussi, il va se trouver confronté au même problème. Alors, lui, il n'aura pas forcément la ménopause et l'andropause. Alors moi, je ne suis pas connaisseuse de l'andropause, donc je ne vais pas me prononcer plus, mais j'ai l'impression que de manière générale, ça arrive plus tard chez les hommes. Mais de toute façon, chez eux, ça ne sera jamais la fin de la fonction reproductrice. Ça, ils ne connaissent pas. Donc, cette notion de finitude. Non, mais ça peut être des challenges sur les érections qui sont quand même quelque chose qui définit énormément la masculinité. Et d'ailleurs, c'est intéressant qu'on n'en parle pas du tout. Autant la ménopause, on n'en parle pas, mais elle est nommée et elle est pointée du doigt et elle nous fait peur. Donc, il n'y a pas d'histoire. Voilà. Pardon? Autant pas l'andropause. Non, l'andropause, on n'en parle pas. Elle est même pas nommée. Elle est même pas. Voilà. On fait comme si elle n'était pas là. Or, ça arrive aussi aux hommes et ça vient remettre en question quelque chose de très important et qui est tellement qu'on a aussi beaucoup peut-être surutilisé ou survalorisé, ou j'en sais rien, qui est la puissance de l'homme est liée à son érection. Voilà. Tu sais, la fonction érectile, elle peut commencer à décroître dès justement 45, 50 ans, etc. Oui. Donc, tu vois, le problème qu'on a. C'est là où c'est beau, si tu veux, c'est que, qu'on pourrait prendre comme une formidable opportunité de se redécouvrir, si on en revient tout à l'heure, tu sais, au sujet de la sexualité, c'est que, en fait, ce problème de déséquilibre que nous, on constate avec ce changement corporel aussi, puisque forcément, on va s'affaisser, enfin, tu vois, on va avoir un changement de physionomie, même si on se maintient bien, tu vieillis, c'est normal, mais l'homme vieillit aussi. Je veux dire, nous, on peut avoir une sécheresse, mais effectivement, lui, il peut avoir un problème effectivement érectile. Donc, à partir de là, se mettre en face l'un et l'autre et commencer à discuter, commencer à parler vraiment de l'intimité, pour moi, c'est une formidable opportunité de réouvrir un nouveau territoire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai d'ailleurs tout un programme que j'ai développé qui s'appelle Amour, Désir et Volupté, où j'accompagne les couples à vivre et à explorer d'autres manières d'autres manières qui peuvent être des manières différentes de vivre leur sexualité. Et ça peut être fait avant ou après la ménopause. Mais l'idée, c'est de sortir du schéma de base qui est que la sexualité, c'est la pénétration. Et enfin, sortir. En tout cas, complémenter, élargir le champ de la sexualité et de l'intimité. Et donc, en effet, c'est tout à fait approprié de se poser la question. Mais malheureusement, ça aussi, pareil, on n'a pas beaucoup de représentation, on n'a pas beaucoup d'histoire, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Une sexualité qui est élargie et qui va au-delà de la quête de l'orgasme et de la pénétration.
Bah, c'est pour ça, tu vois, que j'ai créé ce compte, parce que je me suis dit, finalement, il y a peu de littérature, il y en a pratiquement pas, Mhm. même aux États-Unis. Enfin, je veux dire, j'ai trouvé, tu vois, très peu de livres qui racontent ce que moi j'avais envie de découvrir, en fait. Mhm. Mhm. Alors, j'ai encore quelques petites questions à poser et le temps passe. Donc, une question que j'ai commencé à poser tout à l'heure, mais que j'ai pas vraiment posée, c'était est-ce que la ménopause, est-ce que c'est une question que tu t'es posée, est-ce qu'elle est vécue différemment pour les femmes qui n'ont pas eu d'enfants? Alors ça, j'ai pas de réponse standard. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui m'ont répondu à ça que, ok, c'était ok parce qu'elles n'avaient pas eu d'enfants, elles étaient ok avec ça et qu'il n'y avait aucun regret. Mhm. Des femmes pour qui c'était pas forcément évident, tu vois, qui à un moment donné ont pu ne pas avoir d'enfants aussi parce qu'elles ont été malades ou parce que, tu vois, ou un avortement mal passé, enfin, tu vois, des choses comme ça qui pour elles, ce serait plus compliqué. Donc en fait, il n'y a pas de réponse standard. Mhm. Mhm. Ouais. Mhm. Tout dépend de comment est la personne et est-ce que c'est vraiment une décision, est-ce que c'était vraiment une décision mais plus qu'acceptée ou est-ce que finalement t'aurais quand même toujours laissé l'espoir ou alors c'est parce qu'elles n'ont pas rencontré de compagnon et là c'est encore autre chose, hein. Mhm. Mhm. D'accord. Ou la, ou Parce que la- ou la- ou la compagne avec Mhm. qui, enfin tu vois, il y a tellement Mhm. pareil là, tellement compliqué. Ouais. Tellement de possibilités. Ouais. Oui, parce qu'en fait, la ménopause, il y a ces changements physiques, mais il y a aussi, voilà, ce changement aussi enfin, j'ai envie de dire spirituel. De voilà, ma vie va être orientée sur autre chose maintenant. C'est ça, parce qu'à partir du moment où tu fermes une porte, forcément, bah, t'en fermes une. Donc ça veut dire que tu as quand même un deuil à faire. Mhm. Mhm. Alors c'est intéressant ça. Est-ce que c'est un sujet que tu abordes la thématique de faire vivre un rituel en fait, de vraiment honorer cette phase de transition. Je sais qu'on fait maintenant aujourd'hui parfois des rituels pour les jeunes filles quand elles ont leurs règles. On peut avoir un rituel au moment d'une naissance, on a le rituel au moment du mariage. Est-ce que ça serait intéressant? Est-ce que tu as entendu parler? Je sais que moi j'ai vécu pour une de mes sœurs un rituel autour de la ménopause. Est-ce que c'est quelque chose que tu as Ouais, moi abordé? j'aimerais bien le ancrer, hein. Ouais. Je trouve que Mhm. c'est chouette. Hein, maintenant que j'ai terminé le livre, je peux me consacrer vraiment à ça. Et, Mhm. je réfléchis sur la question parce que Un moment de sororité, un moment de féminin, ou peut-être différentes femmes à différents stades, peut-être des jeunes filles qui viennent d'avoir leurs règles, avec des femmes qui ont 30 ans, des femmes qui ont 40 ans, des femmes qui ont 60 ans, des femmes qui ont 50 ans, et puis qu'on puisse honorer la personne qui est dans cette transition de ménopause. oui, parce que tu vois ce que ça m'évoque, c'est que là on parle d'un rite de passage. C'est bien ce dont il s'agit. Et ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est que en fait qu'il faut honorer tout le long, c'est la vie parce que si on vit la ménopause, c'est qu'on a la chance de la vivre. Mhm. Voilà, moi j'ai perdu des amis qui vivront jamais la ménopause. Mhm. Mhm. Et tu vois, dans tout l'aspect négatif qu'on dit la ménopause, en fait c'est merveilleux d'avoir 50 ans. Ouais, Surtout si tu es en bonne santé. ouais. Ça, faut jamais le perdre de vue, hein. Mhm. C'est pas Mhm. donné à tout le monde en fait. Tout le monde dit, tout le monde va passer par la ménopause. Ben non, c'est pas vrai. Mhm. Donc c'est honorer la vie et honorer effectivement ce passage qui est un passage de vie. Mhm. Alors aussi, tu vois, ça sous-entend, parce que je l'ai entendu beaucoup, les femmes enfin, qui me disent, bah ouais, mais maintenant je sais que le temps est compté. Parce que forcément, tu te rends compte que ouais, le temps est compté parce que tu t'approches plus forcément de la fin que du début. Mais ce à quoi je réponds, tu sais jamais quand c'est la fin. Donc de toute façon, quelque part, c'est une vue de l'esprit, ça, parce que il peut t'arriver n'importe quoi. Mhm. Donc finalement, il faut vivre les jours, les journées les unes après les autres, aussi pleinement que tu puisses le vivre, parce que tu sais pas quand la vie s'en va, en fait. Mhm. Mhm. C'est sage, en fait, mais c'est ce que je pense vraiment, quoi. Je suis tout à fait en vibration et en harmonie avec ce que tu viens de dire, parce que je rentre de 3 jours de stage où je suis en train de me former pour être une death doula, donc pour accompagner les gens dans la Ah, mort. Et super. voilà, et dans ce travail, en fait, qui est un travail vraiment sacré, il y a vraiment, c'est en fait une histoire d'amour et une histoire de vie. Oui, Et c'est d'honorer la vie et on meurt comme on a vécu, en fait. Donc, de se dire bah, je vais vivre pleinement. Je vais vivre pleinement et je vais euh, cultiver l'amour, cultiver la joie, cultiver mes désirs, mes envies, euh, faire ce que j'ai vraiment envie de vivre dans cette vie. Et du coup, on arrivera à avoir la mort qu'on veut vraiment. c'est ça. Parce que Mhm.
la mort, elle vient de cueillir à un moment donné, mais tu sais jamais comment ça se passe, quand ça va se passer. Tu sais pas tout ça. Ça, c'est la part, entre guillemets, magique de la vie, quoi. Mhm. Et d'ailleurs, tu nais, tu sais, enfin, la naissance est aussi magique que la mort, quelque part, parce que d'abord, tes parents, à moins d'avoir une naissance programmée, ils ne savent pas quand tu vas naître, et toi-même, je sais pas comment ça se décide, cette histoire. Et puis la mort, c'est à peu près pareil. Donc, en réalité, avoir si peur de ce temps qui passe et de te dire maintenant c'est fini, c'est terminé, c'est compté, et avoir cette angoisse, je peux comprendre, mais maintenant, tu sais pas quand la vie va s'arrêter. Donc, ouais. Mhm. Je crois que ce qui reste quand même vraiment difficile pour les femmes à ce moment-là, c'est cette impression d'être mise en marge de la société. Et cette impression que maintenant qu'on a la peau qui va se ramollir, plus personne ne s'intéresse à nous, on est périmé. Enfin, et donc là, il y a vraiment un choix, en fait. Je crois qu'il y a vraiment un moment donné où on est invité à dire, ben non. Et là, je pense que nous, on est. Pardon, je t'écoute. Ouais, tu sais, je suis d'accord avec toi. Bah non, mais alors après, le truc, c'est que, ouais, faut être volontaire et tu vois, vraiment se dire, bah non, mais après, il y a qu'est-ce qui va se passer autour de toi. Et là, c'est peut-être une question d'énergie, de vibration, comme tu disais justement. En revanche, tu vois, enfin, moi, je réfléchis à ça parce que ça me fait penser à même mon mode vestimentaire qui a changé curieusement. Parce qu'avant, tu sais, quand j'étais plus jeune, je m'habillais parce que je trouvais que c'était super trendy, tout le temps très, très en noir, quoi. Parce que c'était les codes et les codes de la mort, enfin, de la mort, d'ailleurs, ouais. De la mode, tu vois. C'est un beau lapsus. Et en fait, là, je sais pas ce qui s'est passé à partir du moment où j'ai commencé à entrer donc, dans cette période de préménopause. J'ai exploré la couleur comme jamais. Toute ma garde-robe a changé. Et vraiment, quoi, à jouer comme une artiste avec ça, tu vois. Donc, tu t'es mis à vraiment choisir ce que tu voulais porter, en fait. Tu t'es plus inspiré de la mode, tu t'es vraiment inspiré de tes goûts, de tes envies, de... Je dirais pas ça. Je crois qu'il y a eu quelque part que peut-être que le fait que quand j'étais jeune, j'étais visible, donc je pouvais porter du noir, mais que là, du coup, maintenant, il fallait que je sois vraiment visible, donc je porte de la... Je sais pas, d'un coup, c'est comme si j'avais eu un lâcher de ballon d'extravagance, quoi, tu vois, que là, moi, je suis en train de me passionner pour la wax, tu vois, des trucs vraiment vibrants, quoi, avec beaucoup de joie, des fleurs, Enfin, j'ai besoin de joie, quoi, de choses radiantes. Oui, mais il y a aussi le fait qu'on n'est plus en train... la quête de chercher à être conforme à ce qu'on pense que les autres attendent de nous est finie. Fini. C'est fini. Donc ça, quelle liberté! Mais oui, c'est ce que je te dis. C'est pour ça que mon livre s'appelle Ménopausée et libre et que c'est vraiment un manifeste pour une ménopause réinventée parce que c'est quoi l'histoire? C'est ça, c'est que je me sens libre comme jamais, quoi, et d'inventer, d'explorer un champ et de m'amuser, quoi. Vraiment là, ça y est, d'un coup, je joue à la poupée avec moi, quoi. Et dans du sens quand on était petite et qu'on habillait nos poupées pour qu'elles soient. Mais c'est plus dans ce rôle de plaire, c'est d'être objet de désir, tu vois. J'ai pas envie qu'on me choisisse. De toute façon, j'ai la chance, je suis mariée, j'ai été choisie. Mais c'est pour moi, ça me procure une lumière intérieure. Je sais pas comment dire, je m'éclate, quoi. C'est de te choisir. Ouais. Me choisir, c'est ça. De te choisir, de t'honorer, de te valoriser, mais pour toi. Pour moi. Pour ta propre joie et parce que tu le vaux bien et parce que tu en as envie et parce que ça te met en joie. Et comme de toutes les façons, chercher à être conforme à ce qu'on pense que les autres attendent de nous, c'est fini, parce que de toute façon, voilà, on a pu, ce que les médias nous montrent, c'est qu'il faut qu'on ait 20 ans ou 16 ans pour être conforme. Donc, de toutes les façons, ça, c'est cuit. Donc, du coup, on sort de ce jeu complètement. Oui, alors après, moi, il y a une femme qui m'inspire énormément, c'est Sophie Fontanelle en France. Oui. Je dis parce que voilà, Sophie Fontanelle, là, qui notamment vient de faire la couverture du Elle, et dont j'ai parlé à plusieurs reprises dans mon livre, qui m'inspire énormément, justement. Et aussi pour cette extravagance, ce jeu coloriel, ce jeu aussi de mouvement, et cette appropriation de son image, quoi. Je trouve que c'est magnifique, franchement. Donc, on a aussi, parce qu'on doit chercher, j'aime pas, c'est une injonction, donc c'est pas la bonne chose à dire. C'est chouette d'aller chercher des rôles modèles. Donc, on a Iris Apfel qui est carrément canon. Enfin, tu vois, quand on voit des modèles comme ça, qu'est-ce que tu as envie de t'éclater, en fait? Moi, je me suis créé un tableau de vision que j'ai derrière mon bureau tout le temps et que je vois tous les jours, sur lesquels j'ai collé plein de photos de femmes plus âgées que moi, des femmes avec des cheveux gris, des femmes et que je trouve très belles, en fait. Voilà, c'est ça.
Et du coup, ça m'inspire parce que du coup, j'ai pas envie de regarder en arrière et d'avoir des regrets. J'ai envie de regarder devant et de me dire, waouh, il y a tellement de beauté. Eh ben, en fait, voilà, c'est ça. C'est que d'un coup, alors, je sais pas si tu as vu dans le livre, moi j'ai fait pareil, j'ai des QR codes. Donc, j'ai Mhm. fait un compte Pinterest dédié au livre avec justement des vision boards tout le long du livre. Mm. En fait, il y a un parcours comme ça en vision board et donc avec QR code, on peut accéder par QR code. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que d'un coup, je me suis vraiment connectée à la beauté du monde. Oui. D'un seul coup. Et une chose Ah. que j'ai vue qui était très surprenante, d'ailleurs ça j'en ai pas encore parlé sur Menopause Stories, c'est que donc moi je suis passionnée d'art, donc je passe mon temps dans les musées. Et à partir du moment où j'ai eu mes 48-50 ans, je me suis mise, avant que j'avais pas repéré que c'était la mode, etc., mais je me prenais en selfie derrière, devant les œuvres d'art. Mhm. C'est comme si je m'étais intégrée à la notion. Alors est-ce que c'est l'immortalité? Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas l'art, c'est la beauté. Et d'un coup, j'étais dedans et je jouais avec. Mm. J'avais jamais été comme ça avant. On change notre relation au beau. Avant, on avait un beau très normalisé de il faut que je sois comme ça pour être belle, ou il faut que je porte Ah, ce vêtement qui est à la mode pour être belle, ou il faut que. Donc, plein de normes. et Et là, là, en non. fait, on découvre la vraie Le beauté de la beau, vie. Mhm. voilà, c'est ça. C'est la vraie beauté de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire ouais, la saveur. Et pourtant, tu vois, j'ai travaillé dans le milieu de l'art et vraiment, l'art pour moi est essentiel à mon être, hein. J'ai besoin de ça pour vivre, hein. Franchement, Mm. honnêtement. Euh, mais, euh, mais là, ça a pris vraiment une autre dimension. Et oui, j'ai commencé à m'amuser. J'ai commencé à Mm. m'amuser, à me dire que tout était possible. Formidable. Formidable. Écoute, Sophie, on arrive à la fin de cet épisode. C'est vraiment une conversation passionnante. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour nos auditeurs et nos auditrices? Quelque chose peut-être qu'on n'aurait pas eu le temps de dire ou quelque chose que tu voudrais clôturer cet épisode avec un petit message pour tout le monde? Pas un petit, un vrai, un beau message pour tout le monde. Et puis ensuite, est-ce que tu peux nous rappeler où te retrouver? Quoique ça, je l'ai déjà dit, on a déjà dit à plusieurs reprises, d'aller sur le compte ménopause.stories sur Instagram, de se procurer le livre Ménopausée et libre, manifeste pour une ménopause réinventée, donc aux éditions Marabout. Et donc voilà, je te donne la parole pour le mot de la fin. Ah waouh, tu m'as donné un sacré truc. Je dirais, ouvrez grand votre cœur, votre corps et votre esprit. J'ai pas envie de dire le meilleur est à venir parce que tout ce qui s'est passé, enfin, nous a amené là, mais voilà, la vie est belle. Merci beaucoup, Sophie. À très bientôt. C'est moi qui te remercie. Ah là 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 là, quel régal et quel délice cette conversation avec Sophie Kuhn. Il y avait tellement d'amour et tellement d'espoir pour les femmes dans cet épisode. Si vous avez envie de continuer à nourrir cet amour et cet espoir, je vous invite à écouter l'épisode 20, intitulé « Femmes, je nous aime », ainsi que l'épisode 50, intitulé « De la Wonder Woman à la Badass, une nouvelle possibilité pour les femmes d'aujourd'hui », et enfin l'épisode 63, l'ambition des femmes quinquas. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicky.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.